Alors, une rapide introduction pour faire un rappel sur le groupe HRPass que vous connaissez pour la majorité d'entre vous. On va simplement revenir sur les chiffres. Donc le groupe HRPass, c'est 400 collaborateurs, numéro 1 français des TRH. On a un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros et le groupe existe depuis 13 ans maintenant. Donc notre activité s'organise autour de 4 métiers, à la fois le conseil RH, l'intégration RH, l'externalisation RH et les éditions de solutions RH. Vous voyez, le point commun, c'est toujours RH. Notre cœur de métier, c'est vraiment autour des ressources humaines. On est international, donc dans 12 pays, que ce soit en France ou en Amérique du Nord, voire plutôt dans l'hémisphère sud, du côté de la Nouvelle-Calédonie ou de l'Australie. En France, nous avons 9 implantations régionales pour être au plus proche de nos clients, qui va de Lille, Strasbourg, Nantes, Toulouse, Nice, Marseille, Lyon et bien sûr Paris. Pour représenter plus de 800 clients qui consommaient les prestations de nos 7 marques, qui vont aussi bien de l'intégration jusqu'à l'accompagnement dans vos projets. Et nous sommes éditeurs et partenaires nous sommes partenaires de 7 éditeurs. SAP, Talentsoft, Cegid, plus récemment, HR Access, Sage et SuccessFactors. Voilà pour cette rapide introduction. Je vais laisser la parole à Frédéric Giquel qui va vous parler de la DSN. Ce gros sujet. Tous les gros sujets. Bonjour à tous, je suis Frédéric Giquel. Moi je défends l'entité ICRHnet Paris. Et c'est un plaisir que de vous avoir aujourd'hui pour vous parler de ce beau sujet qu'est la DSN. On va faire un update réglementaire de ce qu'est la DSN. Alors désolé par avance si on fait de la redite par rapport à ce que vous pouvez déjà connaître sur le sujet. Je pense que vous avez tous des niveaux d'information très divers. Donc on va aller assez vite sur les rappels réglementaires. On va surtout faire le focus sur ce qui est structurant dans le cadre d'une approche projet. Alors pour rappel très rapidement, la DSN se déroule en 2 jalons. Le premier jalon a démarré en janvier 2013, où il a été proposé à des entreprises de démarrer sur un principe de volontariat, la déclaratif en mode DSN. Et puis le prochain jalon majeur, c'est d'une part le démarrage en avril 2015, et puis une généralisation en janvier 2016, sur un scope déclaratif complet. Le principe de la DSN, c'est que ça fonctionne sur 2 flux. Un flux mensuel, donc tous les mois, et puis un flux qui concerne la déclaration des événements d'arrêt, des événements de fin de contrat, et donc qui sont à déclarer au fur et à mesure de la survenance des événements. L'idée transverse à ça, c'est d'éviter de demander plusieurs fois l'info. Aujourd'hui, si on fait le cumul de l'ensemble des informations qui vous sont demandées dans l'ensemble des déclaratifs, on se rend compte qu'il y a une redondance très forte des informations demandées. Donc l'idée de base, c'est de rationaliser le nombre de données transmises. Pour les chiffres qui ont été donnés sur le sujet, c'est qu'en 2012, il y avait à peu près 800 données demandées au titre de l'ensemble des déclaratifs, et qu'in fine, au terme de la généralisation de la DSN, on ne vous en demande que 200. Alors il faut faire attention à cet affichage, on va dire, assez séduisant, parce que les 200 ne sont pas forcément les mêmes que les 800 du départ, d'accord? Et puis, au-delà de l'aspect quantitatif du nombre de données à fournir, il y a un aspect très qualitatif, qui est la façon dont on va les produire et dont on va les envoyer. Ok? Mais l'idée, c'est bien ça. Hein. L'idée, c'est partir d'une situation où on a un volume d'informations transmises et déclarées énorme à une rationalisation très forte via un regroupement de l'ensemble des déclaratifs des informations. Alors la caractéristique de ce projet, on l'a résumé en 4 pôles.
C'est une norme pour toutes les déclarations. Ceux qui sont habitués à la norme N4DS, ça ressemble un peu à la norme N4DS en termes de structure de fichier. Donc l'idée, c'est que toutes les déclarations convergent vers ce mode-là, vers ce formalisme-là. Un seul canal d'envoi, net entreprise ou MSA si vous dépendez du régime agricole, ou les deux si vous êtes une entreprise mixte. Une idée très importante donc, sur laquelle on insistera un peu davantage dans la suite de la présentation, parce que ça a un impact fort sur les outils, c'est que la DSN est complètement intégrée au cycle de paye. Pour faire très vite, l'idée c'est que quand vous calculez votre paye, vous calculez en même temps votre DSN. Et que c'est structurant parce que les éditeurs, du coup, on propose des solutions aujourd'hui qui ne permettent pas de modifier a posteriori les résultats de votre DSN. D'accord? Donc si les données sont fausses au moment du calcul de paye, il n'y a plus de possibilité de les corriger, comme on faisait souvent pour la NKDS ou la DASU, où on allait corriger des valeurs en fin d'année pour que le déclaratif soit correct. D'accord? Donc ça, c'est très important et très structurant pour l'approche projet et impact process. Et puis, une idée globale de lissage de la charge, plutôt que d'avoir des pics au trimestre, des pics à l'année sur le déclaratif, l'idée, c'est effectivement de se rentrer dans un schéma où tous les mois, on a une charge de déclaratif. Et puis finalement, in fine, on en est moins si on cumule tout ça, et surtout moins de pics ponctuels. Alors le planning, en intro du planning, légalement, vous avez le choix normalement, alors je mets des réserves parce que les éditeurs sont structurants sur le sujet, légalement vous auriez le droit de démarrer sur un périmètre qu'ils appellent phase 1 ou un périmètre phase 2 en avril 2015. Ok? Donc ça c'est la théorie. En théorie, donc voilà, en théorie, vous auriez le choix de démarrer sur une phase 1 qui vient remplacer la DMMO et sur une phase 2 qui remplace, en plus de la DMMO, la DUC sur SAF, la DUC SACOS, d'accord? Sauf que ce choix-là est contraint notamment par SAP, qui vous oblige à directement passer en phase 2. Okay? HR Access ouvre le choix, via la solution livrée, de démarrer soit sur un périmètre phase 1, soit sur un périmètre phase 2. Okay? Et donc l'obligation, c'est bien de produire au 5 mai les résultats DSN au titre de la paye de avril. Okay? Quand on met jalon avril, là, c'est bien paye d'avril. En gros, il faut être prêt le 1er avril. Non, il faut être prêt avant. Alors, pour les entreprises qui ont le choix de démarrer en phase 1, les entreprises qui ont HR Access, il faut aussi savoir que la phase 1, de toute façon, se clôt en août 2015, donc ce qui est contraint à basculer en phase 2 à partir de septembre. À partir de la paye d'août, pardon. À partir de la paye d'août. D'accord? Donc de toute façon, une entreprise qui ne démarre pas en phase 1 tout de suite est obligée de débasculer en phase 2 au plus tard sur la paye d'août. Et la généralisation en janvier 2016 au titre de l'ensemble des déclaratifs d'ASU, c'est-à-dire y compris d'ASU et des UCS IRC, et prévoyance et mutuelle, etc. Ok? J'ai pas parlé de l'événementiel, parce que l'obligation, comme indiqué dans le slide, elle concerne la DSN mensuelle. La DSN événementielle, elle est optionnelle. On a mis du temps à avoir cette info de façon un peu officielle. On l'a eu, alors peut-être que vous l'aviez, nous on ne l'avait pas encore. On a enfin eu les confirmations que la DSN événementielle est optionnelle. Et qui pour l'instant, il n'y a pas de date quant à l'obligation de bascule en format DSN événementiel pour déclarer vos arrêts et vos fins de contrat. C'est important et il n'y a pas de date de planifier. Donc on peut supposer que sur toute l'année 2015, il n'y aura pas d'obligation relative à la DSN mensuelle. Néanmoins, le GIP sur ce sujet préconise fortement, de démarrer aussi la DSN événementielle sur 2015 pour éviter un engorgement massif en janvier 2016. D'accord? Si vous les avez rencontrés, c'est sûrement ce qu'ils vous ont communiqué. Bon, élément d'arbitrage, donc on va dire c'est très focus HR encore, parce que l'arbitrage, vous pouvez le faire que quand vous êtes sur HR.
Donc comme je l'ai dit, la phase 1 se clôture en août, donc ça c'est un élément important à connaître dans l'arbitrage. Si vous démarrez pas sur un périmètre DSN mensuel en avril, que ce soit phase 1, phase 2, vous avez une pénalité à payer à partir de avril, d'accord, qui n'excède pas un plafond de 10 000 € par mois. Alors c'est pas cumulatif, normalement c'est pas cumulatif. Ça veut dire que si vous déclarez pas avril au format DSN, mais vous la déclarez dans l'ancien mode, vous déclarez pas mai au format DSN, vous la déclarez dans l'ancien mode, vous avez une pénalité par mois, mais la pénalité au titre d'avril, par exemple, ne se cumule pas d'un mois sur l'autre. Vous comprenez? Ça c'est l'info que j'ai d'un client qui a vérifié avec son juriste, avec un juriste pour vérifier ce point-là de législation. Donc, je préfère le dire parce que c'est pas clairement écrit dans les textes, dans le décret, d'accord? Donc il faut peut-être, je suis pas suffisamment spécialiste pour vous, mais a priori c'est pas cumulatif, d'accord? Donc, évidemment, si vous ne déclarez pas à partir d'avril en mode DSN, ça vous demande quand même, ça exige quand même que vous continuiez à minima à déclarer comme vous le faisiez avant. Là, on parle du coup de la DMMO en phase 1 et puis de la DESS sur SAF sur un périmètre phase 2. En termes d'arbitrage sur le scope, parce qu'à un moment donné, vous avez posé la question si vous avez le choix de démarrer phase 1, phase 2, qu'est-ce qui va être structurant dans mon choix? C'est d'une part la charge d'implémentation des kits éditeurs. Alors, la charge et puis le calendrier, parce que le calendrier il est un peu tendu. Moi, je connais plutôt HR, mais je sais que sur SAP, c'est un peu pareil. Les calendriers de livraison des éditeurs sont assez courts. Phase 1, phase 2. Il y a forcément la partie charge de report et d'adaptation de vos spécifiques systèmes d'info à reporter dans le cadre du projet d'intégration du kit. Il y a aussi une charge de correction de paramétrage à prévoir. Alors ça, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. C'est super important. On fait beaucoup de cadrage en ce moment et on s'aperçoit que la DSN impacte beaucoup l'existant d'un point de vue métier, mais aussi d'un point de vue règles, pratiques et puis du coup règles de paramétrage, d'accord, des primes, etc. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis un impact par rapport à l'adaptation du cycle de paye d'un point de vue technique. Ça peut avoir des impacts sur l'exploitation de votre cycle de paye, d'accord. Et puis il y a tout un pan de contraintes liées à l'accompagnement au titre de ce projet, un accompagnement des fonctions métiers, parce qu'il va falloir produire à la fois tout un tas de modes opératoires nouveaux, complètement intégrés au cycle de paie, qui n'existe pas aujourd'hui, tout un tas de contrôles de paie supplémentaires, en amont, en aval de la DSN. Donc il y a une forte contrainte liée à l'accompagnement des métiers, dans un contexte où en avril, c'est juste après la N4DS de début d'année, où il n'y a pas que ça en janvier 2015, on le verra tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est des choses à apprécier, à mesurer pour arbitrer. Bon, je passe parce que le choix, comme vous ne l'avez pas pour la majorité d'entre vous, compte tenu que vous êtes sur SAP, de toute façon, vous démarrez en phase 2 en avril. Donc l'idée de démarrer en phase 1, pour ceux qui encore une fois ont le choix, c'est d'éviter c'est de se permettre un temps d'appropriation sur un scope fonctionnel un peu plus restreint. C'est-à-dire de permettre de rôder les process DSN sur un périmètre DMMO un peu restreint. Alors ça aussi, il faut faire attention quand on dit la phase 1 se substitue à DMMO. Dès la phase 1, dans la structure DSN, on a déjà quelque chose comme 170 structures à remplir. Donc ça ne remplace pas seulement la DMMO. D'accord ? C'est important. Il ne faut pas penser la DMMO, c'est quoi? C'est 4 chiffres, c'est les effectifs, c'est entrée, effectif du mois d'avant, plus entrée, moins sortie, égale, je simplifie un peu extrait le trait, mais on ne sait pas que la DSN phase 1 vient juste substituer 4 chiffres au titre de la DMMO. Elle prépare aussi les phases qui viennent. Donc on y déclare aussi tout un tas d'éléments de rémunération, notamment, qui vont servir pour la suite. C'était une parenthèse. Donc l'idée de démarrer en phase 1, ça serait éventuellement de se laisser un peu plus de temps pour s'approprier les process et puis ne pas démarrer from scratch sur un périmètre trop gros. Bon,
ça, je vais passer. Alors, sur les DSN événementiels, alors non établi, effectivement, le planning il est non établi, on sait juste que c'est optionnel pour le moment. Si vous souhaitez ne pas exclure, si vos études de cadrage au titre de la réalisation et de la mise en œuvre de la DSN ont pour conclusion que vous avez intérêt à démarrer sur un périmètre DSN mensuel plus événementiel, l'idée sur la partie gestion des DSN événementiels, c'est de démarrer en DSN mensuel à partir d'avril. La DSN mensuelle permet de construire les historiques, notamment de salaire de référence, au fur et à mesure des mois où vous la déclarez. D'accord? Donc avril, mai, juin, vous faites votre DSN mensuel. Et puis en juillet, vous pouvez commencer à émettre des événements en format DSN sur des arrêts maladie, parce que vous aurez constitué les 3 mois de salaire de référence via vos DSN mensuels. D'accord? Et puis pour l'attestation pour l'emploi, il va falloir attendre 12 mois, parce que vous n'avez pas l'historique. Si vous souhaitez démarrer tout de suite les DSN événementiels dès avril, ça suppose que vous ayez l'historique, par exemple des salaires de référence, et donc ça suppose que vous l'ayez chargé au moment du démarrage en avril, et donc ça suppose que vous fassiez une reprise d'historique. Ok? Alors le feedback qu'on a sur les reprises d'historique sont assez minces aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de tests sur le sujet. Enfin, les derniers échos que j'ai, c'est que ça ne fonctionnait pas forcément. Mais il faut savoir qu'il y a un format de DSN, c'est le format de type 6, je crois, qui permet de produire une DSN de type reprise d'histo. Alors, il faut savoir que la DSN reprise d'histo, vous en faites une par mois à reprendre. Hein. Si vous avez 12 mois à reprendre, vous envoyez 12 DSN de reprise d'histo. Ça se fait pas en cumul parce que... Oui? Pas de problème. Allez-y, bonjour. 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 On a mal compris là. Oui, il va en manquer une. Il est parti chercher une chaise. Un petit intermède, il y a des personnes qui se sont présentées. Donc je reviens sur les DSN événementiels. Donc l'idée c'est ça, c'est de se laisser porter par le démarrage des DSN mensuels. Et puis dès qu'on a constitué l'historique suffisant pour pouvoir produire les DSN événementiels, eh ben, on commence à les produire. C'est-à-dire au bout d'un mois pour les déclarations AT, au bout de 3 mois pour les déclarations maladie, au bout de 12 mois quand on a l'historique suffisant de salaire pour produire des attestations Pôle emploi, c'est-à-dire en avril de l'année d'après. D'accord? Et si vous souhaitez anticiper, la façon d'anticiper c'est de faire une reprise d'historique. Sachant que le feedback sur le sujet, on l'a pas, pour être très clair. Du coup, on ne sait pas si ça fonctionne bien. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Hein, c'est dans le cadre de l'arbitrage. Je dirais, pourquoi anticiper alors qu'on peut se prendre quelques mois, les 3 mois qui vont bien là, entre avril et juin. Pourquoi anticiper les DSN événementiels? Il n'y a aucune obligation de le faire. Donc, très concrètement, notre préco, c'est de ne pas faire de reprise, ça ne sert pas franchement à quelque chose. Vous continuerez de faire vos déclarations événementielles au format actuel, d'accord, en saisie dans les entreprises, en papier, en ce que vous voulez. Voilà. J'ai fait un petit update pour les gens qui viennent d'arriver. Ce dont on parlait, c'est des DSN événementiels et sur un arbitrage des déclarations en format DSN événementiel dès 2015 ou d'attendre plus tard, sachant qu'il n'y a pas d'obligation sur 2015 de déclarer les événements au format DSN. C'est optionnel. C'est fortement préconisé, mais c'est optionnel. D'accord? Vous pouvez chercher dans le site DSN Info, il y a des mails, des demandes qu'on a émises sur le sujet, et ils ont répondu clairement, il n'y a pas d'obligation sur la DSN événementielle, l'obligation porte sur la DSN mensuelle. D'accord? Évidemment, il ne le crie pas, sur tous les trucs. Dans l'événementiel, vous mettez quoi exactement? Arrêt de travail, fin de contrat, radiation, arrêt maladie, AT, radiation, j'ai oublié, fin de contrat. On a dit non subrogé. Subrogé, non subrogé. Ouais. Les subrogés, c'est en mensuel. C'est concomitant en mensuel. C'est pas dedans. D'accord, c'est concomitant. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc on avait mis
production des signalements de fin de contrat à compter du mois d'avril, c'est-à-dire 1 an après, une fois qu'on a constitué l'historique. Et les anciens formats de déclaration restent valables, d'accord, sur toute l'année 2015. Je parle des événementiels. Alors on a fait un petit tableau de bord pour qualifier de façon très macroscopique la complexité potentielle de la mise en œuvre de la DSN dans votre contexte particulier. D'accord? Donc c'est très macro, hein. Ça ne se substitue pas à une étude de cadrage plus poussée, mais c'est quelques indicateurs clés pour jauger, parce que c'est bien ça l'idée, c'est jauger à quel point votre DSN elle va être compliquée. Donc sans parcourir tous les sujets, je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, le turnover et l'absentéisme est un élément important, notamment quand vous avez par exemple des gestions de contrats successifs ou des mini-contrats CDD en cours de mois. Alors ça porte de la complexité parce qu'il faut pouvoir notamment et par exemple rattacher des primes aux bonnes sous-périodes d'activité donc au cours d'un mois, d'accord, et avoir la capacité de rattacher l'ensemble des éléments du brut à l'ensemble des périodes d'activité d'un mois quand ils sont bornés sur des contrats très courts. Donc ça, la notion de turnover et de contrat court, quand j'y mets ça aussi derrière, c'est important. Évidemment, le turnover, ça génère des événements, donc forcément, ça a un impact sur l'événementiel. Cela étant, l'événementiel, on a vu que c'était pas tout de suite obligatoire, donc là aussi, il faut pondérer cette difficulté-là. Le fait que votre paye soit centralisée, décentralisée, c'est également important. Puisqu'au début, je vous ai dit que la DSN s'intégrait complètement au cycle de paye. Ça veut aussi dire qu'au niveau des fonctions et des rôles métiers, on va avoir une agrégation des deux rôles, d'accord? Et si vous avez un éclatement, si vous avez un éclatement d'une part en fonction des rôles entre le déclaratif et la paye, l'impact DSN est majeur, parce que les deux sont imbriqués maintenant. Donc il y a forcément un arbitrage derrière à faire sur la répartition des rôles entre les acteurs. Et puis souvent, alors moi ce que je rencontre beaucoup, c'est que les sites en décentralisé portent tout ce qui est plutôt événementiel, déclarent plutôt événementiel, et le central, des schémas d'entreprise un peu courants, et le central s'occupe plus de la DUCS et de la DAS. Okay, donc ce schéma-là, il peut perdurer dans le sens où on a bien la DSN mensuelle d'une part qui va remplacer tous les déclaratifs des MMO, DUX et DAS. Donc ça peut être déporté sur le central. Et puis l'événementiel peut rester pour partie en local. Néanmoins, il y a une cohérence à avoir entre les deux. Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on retrouve dans la DSN mensuelle des événements déclarés au titre des DSN événementiels. Exemple, un arrêt de travail. Vous allez à la fois déclarer le moment où vous allez émettre l'événement dans la DSN événementielle, le motif d'arrêt, date de début, date de fin, subro, pas subro, date de reprise. Dans la DSN mensuelle, vous allez retrouver pas la totalité des informations relatives à l'arrêt de travail, mais certaines informations, le motif d'arrêt, le début d'arrêt et la fin d'arrêt. Donc il y a quand même une cohérence, il faut s'assurer de la cohérence entre à la fois ce qui est déclaré en événementiel et ce qui est déclaré de l'autre côté en mensuel, donc il y a quand même, les deux restent très liés, d'accord? Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte dans l'arbitrage, et ça dépend de vos niveaux de centralisation paye ou d'un niveau plus décentralisé. La subro est un sujet important aussi, parce que la subro, quand vous êtes en subro, ça vous permet de déclarer non pas les DSN événementiels juste après leur survenance. La DSN exige que normalement, un événement, une survenance d'événement soit déclarée à J+5 en DSN événementiel. Sauf si vous êtes en subro, vous pouvez envoyer votre DSN événementiel de façon concomitante à la DSN mensuelle. Le terme c'est concomitant. Donc en même temps à la fin du mois. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'impact pour le salarié. Il a un maintien de salaire. Donc l'exigence d'envoyer l'événement pour qu'il puisse percevoir les JJ est moins, comme vous le maintenez, il n'y a pas d'exigence par rapport à ça, et donc du coup vous pouvez avoir la latitude d'envoyer l'événement en fin de mois. D'accord? Donc c'est aussi un élément important la subro. Donc on a toujours des exceptions, les gens qui sont en carence, qui n'ont pas l'ancienneté suffisante. Donc ceux-là effectivement faut les déclarer.
Évidemment, la diversité de vos populations gérées est un facteur important dans la mise en œuvre de la DSN. Ça peut aller jusqu'à avoir deux régimes différents, des alimentations de structures très différentes, mais ça, c'est déjà des problématiques que vous portez en 4DS, que vous devez connaître très bien, et elles vont impacter de la même façon la problématique DSN. D'accord ? Après, évidemment, sur la partie SI, ça, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, le fait que vous ayez beaucoup de spécifiques dans votre version, dans votre SAP ou dans votre HR, va porter de la complexité dans la mise en œuvre de la DSN, d'accord ? Sachant que le module DSN, je le connais pour la partie HR, je pense que c'est un peu la même philosophie côté SAP, il est relativement fermé, c'est-à-dire on a relativement peu de capacité à le faire bouger par rapport aux standards livrés, d'accord ? En général, sur HR, on peut tout casser, on peut refaire à l'envers, on peut faire ce qu'on veut, et là, l'éditeur a fait en sorte quand même de fermer la capacité à personnaliser énormément la livraison, d'accord ? Je pense que sur SAP, c'est une constante, ça. Donc, il n'y a pas forcément de sujet. Et puis, il y a un sujet sur vos données de base du personnel, mais ça encore, c'est des travaux qu'on fait en phase d'étude de cadrage. C'est d'appréhender la qualité de vos données en amont. En général, on contrôlait je vais exagérer, mais on contrôlait une adresse une fois par an pour la DAS, et puis on enlevait des caractères spéciaux parce que la DAS la rejetait. Bah là, il faudra intégrer ces contrôles au fil de l'eau pour éviter que toutes les fins de mois quand vous allez produire votre DSN, vous rencontriez des soucis. D'accord. Et puis évidemment, le fait que tout soit dématérialisé, ce qui n'est pas forcément du tout le cas aujourd'hui dans vos structures. D'accord. Je connais plein de boîtes, voire la majorité, qui saisissent encore, qui vont corriger des références dans les attestations, qui ressaisissent dans le portail, enfin... Ça, c'est des trucs qui existent de façon très récurrente sur beaucoup d'entreprises. Demain, on ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus s'amuser à aller corriger un fer de référence parce qu'il n'est pas bon, parce que ce sera dans la paye et parce qu'on ne pourra pas le modifier. Non, je suis allé trop vite. Je recommence. Donc, je vais reparcourir les impacts des scènes sur le métier, sachant qu'on a évoqué un certain nombre de sujets, déjà. Donc la DSN devient une composante à part entière de la paye, je pense que ça vous avez bien compris. Il faut assurer des contrôles DSN dédiés demain pour s'assurer de la qualité de ce que vous allez poster. Et ça, dès l'amont, c'est ce que je viens de dire, sur la qualité des données. Donc très tôt, alors pas dès l'embauche, mais quasiment, dans la vie du dossier, il faudra s'assurer que les infos de base sont correctement déclarées pour éviter de se prendre les rejets au moment où vous postez la déclaration, ou vous la testez. Pas de correction manuelle. Je vous ai fait une petite intro il y a 5 minutes sur le sujet. Il y a un gros boulot à faire en amorce du projet pour quantifier et qualifier tout ce que vous faites comme correction manuelle dans tous vos déclaratifs. DAS, attestation, etc. D'accord ? Parce que derrière, il y a un plan d'action de fiabilisation à mettre, à démarrer, et ça vous pouvez le démarrer maintenant. D'accord ? C'est la première chose qu'on fait chez nos clients, c'est qu'on examine vos déclaratifs et puis on essaie de voir dans quelle mesure vous pouvez corriger le paramétrage, les pratiques des gestionnaires, le cas échéant, qui des fois, comme ils ne sont pas bornés, ils utilisent des rubriques pour y déverser un élément de paye qui n'a rien à voir avec la prime d'origine. Enfin, c'est un gros travail et on se rend compte à ce moment-là que il y a beaucoup de choses à faire en amont de la DSN. D'accord. Et puis, voilà, alors la partie des maths des déclaratifs a forcément un impact, notamment sur la partie gestion des flux. Une fois que vous allez produire via la paye vos structures et données, ces données de résultats de paye, dans SAP ça va être des clusters, et puis dans SAP ça va être... je mets la tête un peu. Dans SAP ce sera des clusters, et puis dans HR ça sera des données du PRDB. Dans les deux cas c'est stocké en paye, et derrière il faut générer les flux, les fichiers. Et ce boulot-là de génération de flux dématérialisés et de suivi des allers-retours avec notre entreprise, ça peut être potentiellement nouveau dans vos contextes, parce que vous n'avez pas cette démat à 100% de l'ensemble de vos déclaratifs. D'accord ?
c'est la raison pour laquelle les éditeurs proposent aussi un tableau de bord de pilotage et de gestion des flux d'aller-retour avec NetEntreprise ou MSA. Je crois que dans SAP, c'est intégré. Et sur HR, c'est vendu. HR, ils proposent un module qui s'appelle l'espace DSN, qui vendent à leurs clients en plus pour piloter les flux avec NetEntreprise. D'accord ? À défaut, on peut quand même produire la DSN dans HR Access, mais il faut lancer des commandes sous Unix, c'est pas super convivial. Et on récupère effectivement les flux et on peut les envoyer, mais c'est absolument pas du tout convivial. Donc il y a un sujet, effectivement, sur la gestion des flux et des maths à 100% des déclaratifs. En termes d'SIRH, alors c'est pas exhaustif, hein, évidemment, quand on fait des études de cadrage, une tâche de lettres, là on fait une présentation globale, c'est quelques points qu'on a pu relever au fur et à mesure de nos expériences sur le sujet. Potentiellement, la mise en place de la DSN impacte votre architecture. Alors là, je parle à HR Access parce que la mise en œuvre de l'espace DSN requiert potentiellement de réfléchir à mettre en place un nouveau serveur. L'espace fonctionne avec une base dédiée qu'il faut mettre à jour en batch par rapport à la base HR. Donc il y a une vraie problématique, en tout cas autour d'HR Access, sur un impact potentiel sur l'architecture SIRH. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un impact sur le paramétrage de la DSN en termes d'évolution, comme vous le faisiez déjà pour la 4DS ou le déclaratif majeur. Hein. Vous avez des compteurs à paramétrer, okay, par type. Et vous avez une nouvelle notion qui s'appelle période de rattachement, qui existait déjà dans les détestations, mais là qui est industrialisée. La notion de période de rattachement qui consiste à rattacher une prime à on va dire une période sur laquelle se porte la prime. D'accord ? Par exemple, vous versez un bonus en mars 2015 au titre de l'année janvier 2014, décembre 2014. Il faut déclarer en DSN que votre prime elle est rattachée au 1er janvier 2014. Tant que c'est un 12 2014, ça c'est une notion qu'on ne gérait pas avant en paie. On gérait de la valo, on gérait de la période d'origine, c'est-à-dire on paye en mars ce qu'on aurait dû payer en février par exemple. Mais la notion de rattachement à des périodes, ça c'est un élément nouveau, DSN. Donc ça c'est la partie évolution. Et puis sur la partie correction, la mise en œuvre de la DSN a pas mal d'impact. Alors ça, ouais. Notamment au niveau du rappel, il est important que tous vos éléments du brut soient rappelables. Ça veut dire, alors c'est peut-être le côté SAP, je ne sais pas comment ça fonctionne ça. Dans HR, on peut très bien avoir des rubriques de brut qui ne le sont pas, qu'empêche du coup qu'on puisse valoriser la rubrique sur une période de présence, en cas où le salarié est sorti, d'accord ? Ça c'est très embêtant dans le cadre de la DSN, parce que la DSN exige que vous rattachiez correctement les primes à des périodes de présence. D'accord, ça a l'air bête, mais il y a plein de sociétés qui gèrent des rubriques qui ne sont pas rattachées correctement. Alors, il y a évidemment un impact sur le fait de pouvoir rentrer dans les référentiels DSN. Il y a un référentiel de primes, je crois, de 16 types de primes. Donc, il faudra analyser si ce référentiel vous impose des splits de rubriques chez vous, des éclatements de rubriques qui serviraient un peu à tout, vous voyez, pour essayer de les affecter au bon code côté DSN. Ça, c'est important. Le troisième point, ça concerne la structure S53 de la DSN. Alors, S53, c'est l'activité. Et il est demandé à ce que... oui, c'est ça. Si vous avez des changements d'activité en cours de mois, par exemple, quelqu'un qui passe temps partiel à temps plein en cours de mois, au 15 du mois, il faut que vous puissiez rattacher l'ensemble des éléments de rémunération sur une période et sur l'autre bien distinctement. Souvent, ce qui se passe, moi je connais beaucoup de sociétés qui font effectivement le changement en gestion administrative au milieu du mois, mais qui en payent en fin de mois, agrègent un montant de salaire, appliquent un prorata manuellement pour que le salaire au global soit correct sur le mois. L'attente de la DSN sur ce sujet, c'est d'avoir une REM sur la première partie du mois, une REM sur la seconde. Et tous les éléments du brut dans la lignée. Je ne parle pas des cotises, éléments du brut. D'accord ? C'est super important.
C'est super important. Vous verrez dans la norme DSN que les deux structures sont liées, activité et rémunération. Et ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont du travail à faire là-dessus pour que ce soit correctement fait. D'accord? C'était clair ce que je vous ai expliqué là? C'est bon? C'est la possibilité de rattacher l'ensemble des éléments du brut à des sous-périodes d'activité quand vous faites un changement d'activité en cours de mois. Tous les éléments, absolument tous. Les éléments du brut, ouais. Alors sauf garantie du net, mais tous les éléments de prime et de rémunération, oui. On a des primes ventes chez nous, on les affecte. Des primes? Des primes ventes, on les affecte pour le mois entier. Dans certains cas. Ouais, bah faut voir, faut regarder. Et puis il y a un impact, la DSN, sur le modèle de données GA et paye. Modèle de données GA, en tout cas dans HR, parce qu'il y a deux infos spécifiques dans HR, deux qui sont créées. Alors pour une qui est alimentée automatiquement, donc il n'y a pas d'impact sur la gestion et les modes opératoires métiers. L'autre qui est optionnel, qui concerne le lot de gestion, je crois. Donc il y a un petit impact GA, SAP, je pense que vous donnerez tout à l'heure les impacts plus précis sur SAP. Et puis évidemment on paye, parce qu'il va y avoir des créations de clusters, d'informations de résultats de paye dédiés DSL. D'accord? En même titre qu'un résultat de paye, il y aura des résultats de DSL. Et puis il y a des modifications au niveau du réglementaire société établissement sur HR, c'est notamment pour pouvoir gérer des flux regroupés. Par exemple, envoyer un fichier qui regroupe un pôle d'établissement. Ça se paramètre au niveau du réglementaire pour dire qu'un établissement fait partie d'un pôle d'établissement. Et ce qui permet derrière d'envoyer un fichier qui contient plusieurs établissements. D'accord, plutôt qu'un fichier par établissement. Donc ça, c'est des impacts qu'on pourra vous détailler tout à l'heure par produit. Et c'est pas exhaustif, d'accord? Mais par contre, ces sujets-là, on les retrouve de façon assez récurrente. Notamment la partie activité, là. C'est important. Je vais être trop vite ou c'est bon? Non, c'est bon?